Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison sur YouTube. Première vidéo de la saison. Juste avant ça, je vous préviens, je pense que j'en ferai moins régulièrement des vidéos cette année. Aujourd'hui, on va parler musculation et on va voir pourquoi c'est le meilleur sport, tout simplement, et qu'il n'y a pas de débat. Bien évidemment, meilleur sport, ça veut pas dire grand-chose, mais au moins c'est un très bon sport, on va dire, pour la santé. Ok. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, c'est un sport qui peut être encore mal perçu, que ce soit par les non-professionnels de santé et même par les professionnels de santé eux-mêmes. Où en gros, ça pourrait avoir des effets néfastes. Par exemple, sur le système cardiovasculaire, par exemple, sur l'arthrose, que dans certaines pathologies. Donc on va dire, donc soit ça va provoquer ces pathologies, soit dès qu'elles sont là, maladie cardiovasculaire, cancer, arthrose, et ben c'est pas un bon sport. Et ben on va voir en fait dans cette vidéo que c'est plutôt un bon sport en fait, hein, et que c'est même un très bon sport. Et on va voir ça tout au long de la vidéo. Avant ça, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Et ça, c'est mon TikTok. Alors pourquoi je suis sur TikTok? C'est l'objectif là-bas en fait. Je veux juste 1000 abonnés. Alors j'en suis très loin. En fait, le but, ça serait d'ouvrir des lives. Je vous le dis ça comme ça, vous êtes au courant. En fait, le but, ça serait d'ouvrir des lives et de pouvoir faire venir des gens pour discuter de plein de choses autour de la santé, mais plutôt orienté débat. Vraiment, on va débattre sur les problèmes. Ok, toi, tu penses qu'un un déséquilibre musculaire, ça peut engendrer des blessures? Bah viens, on va débattre sur ce sujet-là. Tu penses que la muscu, ça va générer de l'arthrose? Bah viens, on va débattre sur ce sujet-là. Il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, mais toutes les personnes avec qui on essaye d'avoir 1000 abonnés, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, je peux comprendre que vous soyez réticents à venir sur TikTok, mais là vraiment, ce serait pour essayer de faire quelque chose c'est la seule bonne raison de venir sur TikTok, c'est d'essayer de faire en sorte que qu'on ait 1000 abonnés pour pouvoir ouvrir ces lives de débat et juste d'aller sur une autre plateforme pour aussi proposer du contenu de la meilleure qualité possible, parce que c'est vrai que quand on poste TikTok, moi le premier, je pense pas à du contenu d'extrême qualité. Ok. Donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors cette vidéo elle va être longue, je pense, parce qu'en fait je vais traiter plein d'aspects différents de la santé. Je vais devoir faire à certains moments des raccourcis, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait le but c'était de traiter vraiment un maximum de sujets, et chaque sujet en fait on peut faire une vidéo de 3, 4, 5 heures dessus sans souci, ok? La musculation ou l'entraînement en résistance, voilà, c'est vraiment extrêmement étudié. Tous les jours il y a des choses qui sont publiées sur le sujet. Donc voilà, je peux pas rentrer dans le détail autant que j'aimerais à chaque fois, sinon la vidéo elle va vraiment durer 18 heures, ok? Avant de commencer, je voulais juste vous remontrer ça. En gros, ça montre de quoi les gens meurent sur Terre. Ok, les êtres humains, ils meurent de quoi? Ils meurent donc dans 33% des cas de pathologie cardiaque. Hein. Donc ça peut être crise cardiaque, ça peut être des AVC, ça peut être tout un tas d'autres conditions cardiovasculaires. Les cancers en deux, 18%. Et après, on a tout un tas d'autres pathologies ici, donc avec les pathologies respiratoires, digestives, là les pathologies neurologiques, le diabète, toutes ces choses-là. Ok? Et en fait, on va voir que la musculation, en fait, ça va agir sur l'ensemble de ces choses qui tuent les êtres humains. Ok? Avant ça, je vais juste vous faire un petit rappel sur ce que dit l'OMS en termes de sport. Je vais pas tout refaire. Dans cette vidéo-là, j'en parle bien plus. Ok, c'est une vidéo un peu debunk d'un reel qui était passé sur Instagram, où je parle vraiment plus en profondeur de ce que dit l'OMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, enfin l'activité physique du moins, ça concerne tout le monde, ok, à partir de 5 ans, indépendamment du sexe, de l'origine, du statut socio-économique, c'est bénéfique pour les personnes de toute capacité, donc si les personnes avec à mobilité réduite ou peu importe, donc avec un handicap peuvent en faire aussi, les personnes avec une maladie chronique peuvent en faire aussi, voilà, c'est tout le monde, selon l'OMS, peut faire du sport et devrait en faire. Voilà. Ça, bon, c'est la pub pour ma formation. De toute façon, bientôt, normalement, je vous mettrai... parce que là, je suis en train de bosser sur une mise à jour. Je vous mettrai la mise à jour du syndrome de la queue de cheval, qui est un peu la vitrine de la formation, on va dire. Je vous la mettrai sur YouTube. Toujours pareil, c'est la petite publicité, on va dire.
Donc là, on va parler rapidement de l'inactivité physique, mais là, le but, c'est pas de montrer les méfaits de l'inactivité physique, mais les bienfaits dans cette vidéo de la musculation, notamment. Mais juste, là, je vous le dis, mais vous le savez, hein, l'inactivité physique, ça va augmenter le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancer, côlon, sein, de démence, ok, de dépression. Ça peut augmenter donc, le risque d'avoir plus de masse grasse, notamment de la graisse viscérale, qui peut être responsable d'une inflammation systémique persistante de bas grade, qui peut être responsable de plusieurs pathologies, qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Et en plus, on voit diabète, pathologie cardiovasculaire, démence, cancer, tout ça, c'est bizarrement tout ce qu'on a vu ici. Hein. Ok, cardiovasculaire, ici cancer, pathologie neurologique. Ok. Donc l'inactivité physique, ça peut engendrer ce genre de choses. Là, on va voir que de manière générale, en fait, travailler son système musculaire, eh ben, ça peut contrecarrer tout un tas d'effets néfastes de l'inactivité physique. Un des mécanismes, c'est la libération de myokines, donc c'est des substances qui vont être sécrétées par le muscle. Il y en a plein, ok? Voilà. Par exemple, BDNF, celui-là, vous le connaissez, interleukine 6, ça j'en parle dans... Voilà, facteur de croissance des fibroblastes, voilà, c'est des... Toutes ces choses-là, donc ça, c'est des myokines, donc des substances sécrétées par le muscle, quand on active les muscles, tout simplement. Donc quand on va activer nos muscles, en fait, on va sécréter des myokines qui vont avoir plein de bénéfices particuliers. Par exemple, on va en avoir sur le système circulatoire, pendant l'exercice, ok? Ces facteurs aussi peuvent agir sur les réponses métaboliques et physiologiques, tels que le tissu adipeux, le foie, le système cardiovasculaire et le cerveau. Et il y a une belle infographie que je vous montrerai à la fin de la vidéo, qui vous montre comment le muscle, en fait, ça agit sur l'ensemble du corps, ok? Ça peut aussi augmenter la dépense énergétique, donc diminuer la graisse abdominale, plus particulièrement viscérale, et donc on va avoir un changement dans la composition corporelle, ça va diminuer l'inflammation, et ça va réduire le risque de développer des pathologies du type diabète de type 2 et maladie cardiovasculaire, ok? Donc, maladie cardiovasculaire, je rappelle, première cause de mortalité dans le monde, ok? En plus de ça, on a des preuves qui nous montrent que l'activité physique rigoureuse, ça a des propriétés anti-tumeurs, et en fait, elle est associée, en plus de ça, à des réductions plus importantes de la mortalité, toutes causes confondues, et de la mortalité par cancer. Donc là, on voit que c'est bénéfique pour ne pas développer ce type de pathologie. Par exemple, si on prend les patients atteints de cancer du sein, de cancer colorectal et de cancer de la prostate, qui pratiquent un niveau d'exercice supérieur après le diagnostic du cancer, c'est associé ça à une réduction de 28 à 44% du risque de mortalité spécifique au cancer, à une réduction de 21 à 35% du risque de récidive de cancer et une réduction de 25 à 48% du risque de mortalité, toutes causes confondues. De toute manière, vous avez pas mal de données que je vous ai pas mises ici, mais vous pouvez aller les chercher, qu'en général, les personnes qui font de la musculation... après un diagnostic de cancer, en gros, ils ont un meilleur taux de survie. Il faut faire de la musculation quand on est atteint de ce type de pathologie. Voilà. Enfin, il faut faire. C'est bénéfique, j'impose rien à personne. En outre, l'entraînement à la résistance, donc entraînement en résistance, c'est la musculation. Hein. L'entraînement en résistance est associé à une réduction des effets secondaires aussi du traitement chez les patients atteints de cancer. Ça, il y a plein de choses, ça, il y a de la littérature aussi sur le sujet. Ça permet de diminuer les effets secondaires des traitements qui peuvent être assez lourds. Ensuite, là, si on part sur l'aspect, on va dire un peu plus, sur la sphère un peu plus psychologique, l'entraînement en résistance, la musculation, ça peut réduire l'anxiété et les symptômes dépressifs. Ok ? Ça peut s'expliquer par différents moyens. On va voir les interactions sociales quand on fait de la musculation. Si vous allez dans une salle, vous allez avoir rencontré des gens. Il y a aussi les attentes positives à l'égard de l'exercice. Hein. Donc si vous vous attendez à ce que ça vous fasse du bien, vous allez générer des attentes positives qui peuvent améliorer ces résultats-là. En termes d'hypothèse, on sait que les altérations, en fait, au niveau de ce qu'on appelle l'axe HPA, donc c'est hypothalamo-hypophyso-surrénalien, en fait, à ce niveau-là, et au niveau des circuits neuronaux impliqués dans les processus affectifs, comportementaux et cognitifs, on sait que les troubles liés à l'anxiété et à la dépression, en fait, on va avoir une altération de ces systèmes-là, ok ? Et bien qu'il s'agisse que d'une hypothèse, l'entraînement en force, justement, ça peut affecter l'axe HPA par la modulation de l'activité du cortisol, et ça peut avoir des effets antidépresseurs par la sécrétion de neurotrophines, tels que le BDNF, on revient encore dessus, et les facteurs de croissance, tels que l'IGF-1.
En plus de ça, on peut avoir des troubles du sommeil quand on a des troubles anxieux ou dépressifs, et la musculation, ça pourrait améliorer justement au moins la qualité subjective du sommeil. Ok ? Et les changements positifs dans l'estime de soi, à la suite de l'entraînement en résistance, ça a été signalé chez tout le monde, ok ? C'est-à-dire chez la personne âgée, chez le jeune adulte, chez la femme, chez les patients qui ont des cancers, et chez les patients qui sont en réadaptation cardiaque. Donc c'est chez tout le monde, ok ? Donc c'est encore une nouvelle fois cette histoire que la musculation c'est bon pour tout le monde, et parce que du coup vous connaissez forcément, vous avez des patients qui arrivent dans vos cabinets, et qui vous disent mon médecin, pour des pathologies musculo-squelettiques, hein, non, la musculation c'est fini pour moi, je pourrais plus en faire, voilà, avec vraiment cette idée néfaste de la musculation qui abîme le corps, alors qu'en fait pas du tout. Vraiment pas du tout. Et une chose en plus, c'est que quand on pense musculation, on pense contrainte mécanique. De toute manière, c'est normal, hein, la contrainte mécanique permet, par exemple, la tension mécanique permet de prendre du muscle et tout ça. Mais en fait, il y a tout le côté chimie aussi, hein, et tout un tas de substances qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo, qui en fait sont accessibles en faisant de la musculation et qui sont bénéfiques pour tous les systèmes du corps. Et donc, si on revient ici, il semblerait qu'il y ait suffisamment de preuves pour soutenir que l'entraînement en résistance, donc la musculation, en tant qu'intervention, eh ben, elle est efficace pour réduire les symptômes de dépression chez les adultes dépressifs. Et donc ça, du coup, c'est une bonne chose. Donc là, on voit quand même que, déjà, en quelques diapos, on a des effets positifs sur tout un tas de niveaux au niveau du corps. Ensuite, si on parle de douleur, en fait, on a des preuves solides de l'efficacité de l'exercice, y compris de la musculation, dans le cadre d'une approche biopsychosociale pour traiter la douleur musculo-squelettique. Voilà. Comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer de plein de choses. Tout à l'heure, on a vu les attentes positives, ok, ça peut améliorer les effets d'un traitement, d'accord? Admettons, vous prenez une personne qui a de l'arthrose, on va prendre deux, il y en a une qui a de l'arthrose et qui pense qu'à chaque fois qu'elle fait un mouvement avec ses genoux, on va dire d'arthrose de genou, à chaque fois qu'elle fait un mouvement avec ses genoux, elle augmente l'arthrose qu'il y a dans son genou, bah ça va pas être forcément super, ça va pas être super efficace peut-être le traitement. Par contre, une personne qui pense qu'elle a de l'arthrose et elle se dit ouais, il faut que mes muscles soient plus forts pour que j'ai moins mal, et ben elle va générer des attentes positives par rapport à la musculation et du coup chez elle ça sera peut-être plus efficace. OK? Donc ça c'est pour les attentes. Et aussi d'un point de vue neurobiologique, en fait, ça peut renforcer ce qu'on appelle les voies centrales d'inhibition de la douleur et la réponse du système immunitaire aux stimuli potentiellement nociceptifs. C'est quoi les voies centrales d'inhibition de la douleur? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est juste que votre cerveau, il est capable de diminuer la douleur. Et en gros, quand ces systèmes d'inhibition de la douleur, ils fonctionnent moins, bon, on peut avoir plus de douleur. Incroyable. C'est incroyable. Heureusement que je suis là pour vous expliquer toutes ces choses. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a ces systèmes d'inhibition de la douleur qui ne fonctionnent plus, c'est des personnes qui peuvent avoir des douleurs un peu partout. Ok? Donc ça peut être le patient qui, à chaque fois qu'il vient vous voir, il a mal à un endroit différent. Ça peut être le patient qui a mal partout, tout simplement. Voilà. Et pour tester, est-ce que ces voies centrales d'inhibition de la douleur, elles fonctionnent? Et bien vous allez dans cette vidéo et je vous explique des petites choses. Mais là j'ai pas le temps, faut qu'on avance. On a fait rien du tout. Il y a quasiment 40 diapos, faut qu'on avance. La vidéo, je sais pas si vous allez la regarder d'un coup, parce que je pense qu'elle va être très longue, mais je veux pas forcément que ce soit juste une vidéo. C'est que si un jour vous avez des doutes sur est-ce que c'est bénéfique ou pas pour le cœur, ou l'arthrose, ou le machin, en fait, vous allez voir la vidéo, ou vous prenez même des captures d'écran, et comme ça vous avez les sources à chaque fois, ok? Vous avez les sources. Là, on va parler du système cardiaque, et là, on va rester un bon moment dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la santé du système cardiovasculaire, elle est abriquée avec plein d'autres systèmes, ok? Et on va le voir. C'est pas juste la santé du cœur. C'est que quand le cœur, il commence à aller mal, et ben en fait, il y a d'autres systèmes qui vont aller mal aussi avec lui, ok? Et inversement, et on va le voir. Donc, en ce qui concerne les maladies coronariennes, donc l'entraînement progressif en résistance apporte une amélioration de la fonction cardio-respiratoire comparable à l'entraînement aérobique seul. Et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, on peut avoir la muscu c'est mal, le cardio c'est bien. Ok, bah en fait, voilà. Là, on a une preuve que c'est aussi efficace l'un que l'autre. Après, on a l'entraînement en résistance. Donc la musculation et l'entraînement aérobique semblent augmenter le nombre d'un sous-ensemble spécifique de cellules souches, généralement appelées cellules angiogéniques circulantes. Et donc ça va prendre soin de votre système cardiovasculaire. Donc ça va améliorer en fait la régénération de l'endothélium,
vasculaire, l'angiogénèse, tout ça, améliorer la perfusion myocardique et réduire ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Donc vous prenez soin de votre cœur quand vous faites de la musculation. Faut pas croire que la musculation, ça vous défonce le cœur. La pression artérielle systolique et diastolique peut être réduite de manière significative par un entraînement de résistance dynamique et isométrique. Je sais qu'il y a des études sur l'isométrie. Après, faut kiffer s'entraîner en isométrie. Faut kiffer. Moi, je kiffe pas. L'entraînement en résistance est au moins aussi efficace que l'entraînement en endurance aérobie pour réduire certains facteurs de risque majeurs de maladies cardiovasculaires. Et c'est une autre étude qui le dit. Ok. Donc, ça, voilà, on a des preuves que c'est bon pour le cœur. Okay, ça, je vais le répéter souvent parce que c'est important. Et ça peut permettre aussi, dans certains cas, la réduction de la tension artérielle, sachant que, par exemple, l'hypertension, ça touche un tiers des adultes américains. Bon, j'ai pas mis la stat française, mais voilà, un tiers des adultes américains sont touchés par l'hypertension. Ici, bien que l'entraînement en résistance seul semble apporter des bénéfices cardiovasculaires, une combinaison d'entraînement en résistance et d'activité aérobique est généralement recommandée pour les adultes en bonne santé et pour les adultes plus âgés. Donc le but, c'est de combiner les deux activités, une activité à haute intensité musculation, on va dire avec des charges lourdes et tout ça, et une activité plus cardio. Ok. Je vous dis pas de faire 18 000 pas par jour, comme certains vous diront de faire sur les réseaux, mais ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être de la natation, ça peut être du vélo, du rameur, et les petits pas, peu importe, hein, on s'en fiche. Et on a aussi une méta-analyse qui nous a montré que les valeurs moyennes de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique diminuaient de manière significative après des interventions d'entraînement musculaire. Voilà, donc là en fait on a tout un tas de preuves qui nous dit que pour prendre soin de son cœur, la musculation c'est bien. Et je rappelle que c'est un tiers des morts, ok, les maladies cardiaques. Et la musculation, c'est bon pour le cœur. Donc c'est une très bonne chose. Là, on va parler. Donc, j'essaie de faire un peu système par système. Hein. Là, on a fait le cœur, là, on a fait la douleur, là, on a fait la santé mentale. Là, on arrive sur. J'aurais dû mettre un titre à chaque fois, mais là, normalement, si je reconnais bien le dessin et ça, on va parler d'articulation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en gros, le volume musculaire, bah, c'est un bon prédicteur indépendant de la morphologie du cartilage chez les adultes jeunes et âgés. Donc, en gros, plus il va être important, plus on aura un cartilage en bonne santé. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un facteur modifiable, hein, le volume de la cuisse. Hein. Donc ça veut dire que plus vous l'entraînez, plus le volume de la cuisse va augmenter, moins vous l'entraînez, bah, plus il va se réduire. Ok. Donc voilà, ce qui suggère que la force musculaire peut aider à préserver l'intégralité de l'articulation. Bon après, c'est pas que la force en soi, hein, c'est aussi le fait de mobiliser l'articulation. Si vous voulez comprendre comment le cartilage, quelles contraintes il aime pour s'adapter, quelles contraintes il aime moins pour se désadapter, bah, vous pouvez regarder cette vidéo-là, où là on est vraiment dans de la... Ouais, c'est de la mécanobiologie, grosso modo. Et en plus de ça, donc on a des preuves irréfutables qui montrent la coexistence de multiples comorbidités telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le syndrome métabolique chez les patients qui souffrent d'arthrose. Ok. Donc l'arthrose, ça se voit au niveau des articulations, mais en fait, en général, c'est rarement là tout seul, on va dire. Voilà. C'est dans un contexte chez les personnes qui en ont, et du coup, bah, ça va coexister avec plein de comorbidités. Ensuite, donc les directives cliniques pour l'arthrose du genou recommandent l'entraînement musculaire, donc la musculation, comme l'un des éléments clés de la prise en charge de l'arthrose. Et on a des preuves que la réduction de la douleur et de l'incapacité était plus importante avec des exercices spécifiques au quadriceps qu'avec des exercices généraux pour les membres inférieurs. Bon, ça après on s'en fiche. Le but, enfin voilà, ouais, renforcer le quadriceps c'est une bonne idée. Après nous on est vraiment là dans un cas où on parle musculation générale. Et donc la mise en charge de l'articulation du genou par le biais de la musculation, bah, c'est un travail qui est sûr, donc c'est sécuritaire pour le patient. Ça n'a pas d'effet néfaste sur le cartilage articulaire chez les personnes qui présentent un risque accru d'arthrose du genou ou qui souffrent d'arthrose du genou. Donc ça c'est important de le comprendre. Cette phrase elle est hyper importante. C'est pas parce que vous avez de l'arthrose que vous allez faire de la musculation que vous allez défoncer plus votre cartilage. Et là il faut bien comprendre une chose encore, c'est que on se concentre toujours trop sur la contrainte mécanique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, par exemple, dans la douleur, on se dit oui, mais on va mettre de la contrainte, c'est parce que je mets de la contrainte à ce niveau-là que j'ai mal, nanana. Mais en fait, pas forcément. On va prendre le cas de la hernie. Okay, je vais faire un parallèle hernie discale et compression nerveuse et arthrose.
Quand vous avez une hernie discale, en général, on se dit que s'il y a une compression d'un nerf, d'une racine, c'est ça qui va générer la douleur. Ben, en fait, pas forcément. Pas forcément. Par contre, ce qui peut faire mal, c'est l'inflammation qui va être générée à ce niveau-là. Ça peut faire mal, par contre, ok? Ben, ça va être exactement pareil au niveau du cartilage. C'est pas parce que vous mettez de la contrainte dessus que vous allez abîmer votre cartilage. Peut-être qu'effectivement, passer à une certaine dose de contrainte, oui, ok. On parle de manière générale, une personne qui fait de la musculation, pour son plaisir, qui n'a pas d'objectif de compète, quoi que ce soit, qui... Voilà, ok. Ou chez une personne, par exemple, qui a des comorbidités, qui souffre d'arthrose, et ben c'est pas mettre de la charge dessus qui va abîmer plus son cartilage. Peut-être que le fait d'avoir une pathologie cardiovasculaire, de l'obésité, de l'inflammation et tout ça, peut-être ça va plutôt dégrader le cartilage. Donc pensez parfois plus chimie que mécanique, ok? Que ce soit là pour la douleur dans le cas du nerf avec l'hernie, ou que ce soit en termes de dégradation pour le cartilage, ok? Par contre, on n'a pas de dosage encore clair, ça c'est sûr et certain, mais on a des mécanismes explicatifs pour expliquer les bénéfices. Donc ça peut être lié à la rigidification de la matrice péricellulaire et interterritoriale en réponse à une charge dynamique, à l'augmentation du volume du cartilage. Alors ça, dans une certaine mesure, parce que du coup, dans cette vidéo-là, je vous explique que le cartilage, il peut pas s'épaissir trop, en fait, et pour différentes raisons. Mais là, du coup, je vous laisse aller ici. Mais en gros, de toute façon, il faut qu'il se nourrisse le cartilage, et vu qu'il se nourrit à partir de l'os, plus vous allez être loin de l'os, bah, moins il va se nourrir, donc en fait, il peut pas non plus croître à l'infini, ok? Donc l'augmentation du volume du cartilage et des glycosaminoglycanes. Donc effectivement, quand vous allez charger votre cartilage, les glycosaminoglycanes, ils vont gonfler. En gros, ils vont capter plus d'eau, le cartilage, et ça va rendre le cartilage plus épais. Et au rôle protecteur de la force musculaire contre la perte du cartilage. Voilà. Donc là, si vous avez une personne qui a de l'arthrose, vous avez toutes les... Après, ça va être votre communication, hein. Vous pouvez pas dire à un patient qui vient vous voir, si on se met dans un contexte au cabinet, le patient vient vous voir, j'ai de l'arthrose, faut pas que je bouge mon genou, vous pouvez pas lui montrer les études en disant, il faut que vous bougez, il va falloir communiquer avec la personne, et si elle est réticente, il va falloir comprendre pourquoi elle est réticente, tout simplement. Et là, on va parler du lien, justement, entre problème cardiaque et problème articulaire. Là, alors je vais pas aller à fond dedans, ok? Là, je vous ai mis trois études. Si vous allez les lire, vous allez tout comprendre. Mais pareil, je vous ai dit, on va pas mettre 5 heures pour cette vidéo, ok? Donc ici, le risque de maladie cardiovasculaire, il était significativement accru de 24% chez les patients souffrant d'arthrose par rapport à la population générale, ok? Ici, les personnes souffrant d'arthrose du genou présentaient un risque accru de maladie cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral par rapport aux personnes ne souffrant pas d'arthrose du genou. Ensuite, les personnes atteintes d'arthrose étaient presque 3 fois plus susceptibles de souffrir d'insuffisance cardiaque ou de cardiopathie ischémique que les cohortes appareillées non atteintes d'arthrose. En gros, quand vous avez de l'arthrose, votre système articulaire il va pas bien, votre système cardiaque il va pas bien non plus. Ok ? Comment ça s'explique? En fait, il va y avoir des mécanismes communs et des mécanismes où l'un va influer sur l'autre. Les processus inflammatoires. Si vous avez une inflammation qu'on appelle low grade, bas grade, en gros, il y a trop d'inflammation dans votre corps. Ok, pas beaucoup. C'est pas des grandes doses d'inflammation. On parle pas de pathologie inflammatoire particulière. Il y a trop d'inflammation dans votre corps. Ça va attaquer un petit peu tous les tissus. Et donc ça va attaquer le cartilage, mais ça va attaquer le cœur aussi. Ouais, mais par exemple, si ça attaque votre cartilage, en fait, peut-être ça peut générer de la douleur, et peut-être que la douleur va faire que vous allez avoir des problèmes cardiaques. Ou peut-être que vous avez plus d'inflammation parce que l'hygiène de vie est pas au top, donc du coup vous êtes plutôt sédentaire, et du coup la sédentarité ça va affecter votre cœur. Voilà. Donc il y a un système, l'inflammation qui va taper un peu partout, et après c'est interconnecté dans le sens où, par exemple, si vous avez mal parce que au genou, donc vous faites moins d'exercice, votre cœur il va être moins content. Voilà. Donc c'est des choses qui sont liées. Et ça, faut le comprendre. Ok ? Parce que bon, l'arthrose, a priori, c'était pas dans les causes qui tuaient, le cœur si, donc voilà. Donc on essaie de prendre soin de son cœur. Ici, alors c'est toujours la relation, donc là avant c'était le cœur et l'arthrose, là c'est le cœur et la douleur, donc là je vous ai juste mis
une étude. Je vous dis juste la conclusion, à prendre avec des pincettes. Notre analyse confirme l'existence d'une association possible de type dose-réponse entre la douleur chronique et les maladies cardiovasculaires. Voilà. Jusqu'à présent, ces recherches n'ont pas permis d'exclure de manière satisfaisante que l'association soit due à des variables confusionnelles. Donc on ne le sait pas encore. Donc il pourrait y avoir un lien. Il pourrait y avoir un lien. C'est ce que, en fait, c'est juste pour dire ce que je vous disais tout à l'heure. Le cœur, voilà, c'est quand il va mal, c'est pas que lui qui va mal, il y a peut-être plein d'autres choses qui peuvent aller mal ou qui allaient mal avant. Là, c'est une infographie. Moi, je vous invite, vous pouvez la retrouver sur internet ou vous pouvez prendre une capture d'écran. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'état de santé de la population aux États-Unis en termes de pathologie cardiaque et aussi de diabète. Bien évidemment, c'est aux États-Unis, on ne peut pas comparer avec la France, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ici, voilà, en moyenne, il y a une personne aux États-Unis qui meurt toutes les 34 secondes d'une pathologie cardiovasculaire. Et toutes les 3014, c'est d'un AVC. Ok, donc voilà, faut le comprendre. Le diabète, c'est 29,3 millions de personnes aux États-Unis. Mais quasiment 10 millions qui ont un diabète mais qui ne sont pas diagnostiqués. Et c'est quasiment, enfin ouais voilà, 116 millions quasiment de prédiabétiques. Le diabète, si on repart tout au début, il est dans les causes de mortalité, c'est pas la plus importante, mais quand même ici, ok. Et en plus, le diabète, c'est pas que ça tue pas que, c'est que la qualité de vie, elle est quand même bien moindre quand on a du diabète. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire en plus ici? Voilà, là c'est juste voilà. Moins de 10% des adultes américains en fait consomment les recommandations en fibres. Parce que je sais pas, je vois de plus en plus de contenu francophone, mais après c'est peut-être je suis ciblé par Instagram parce que du coup ça me sidère de voir ça et donc du coup je regarde, donc du coup ils m'en proposent, mais des personnes qui vous disent non mais les fibres ça va vous tuer, les épinards c'est limite plus dangereux que je sais même pas quoi, bon voilà. C'est juste pour vous dire que non. Et là, vous avez en gros les 8 fondamentaux en fait pour être en bonne santé. Donc on va les faire ensemble. Je vais essayer de me rappeler parce qu'il y a juste l'image. Donc une diète saine, ok. Activité physique, la musculation, au pif. Ça, c'est donc ne pas avoir de diabète, enfin une bonne glycémie, ne pas être en surpoids ni en obésité, pas avoir un excès de lipides dans le sang ou de cholestérol, pas d'hypertension, ne pas fumer et bien dormir. Voilà, là en fait j'ai rien dit de, j'ai rien sorti d'incroyable. Hein. Franchement là, je pense pas qu'on ait appris vous et moi quelque chose. Là on n'a rien appris. Mais voilà, donc du coup je vous laisse regarder, regarder ça. C'est hyper intéressant, puis c'est assez visuel. Hein. Ensuite, ah oui, donc là on va aller dans le lien, on est toujours dans les liens entre cœur et cancer. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, bah, les deux, vous vous rappelez, hein, je vais revenir au début, hein. Mais les deux, c'est ceux qui tuent le plus. Et les deux s'auto-alimentent, on va dire, ok? Ils s'alimentent l'un l'autre. Ouais, peut-être mieux formulé comme ça. Je suis allé trop loin. C'était là. Donc en fait, déjà, ils partagent des facteurs de risque qui sont similaires. Par exemple, si vous consommez de l'alcool, bah, ça va augmenter votre risque de pathologie cardiovasculaire et de cancer. Si si vous êtes en surpoids ou en obésité, pareil, ça va augmenter cancer et pathologie cardiovasculaire. Pareil pour le diabète, pareil pour l'hypertension, pareil pour une mauvaise diète, pareil pour et ça c'est ce qui nous intéresse, activité physique ici. Donc nous on parle musculation. Donc voilà, la musculation, si vous en faites, bah, vous allez diminuer votre risque, ok? Et fumer. Mais après là, bah, pareil, hein, c'est des choses, mais c'est juste qu'il faut comprendre le principe, c'est que les facteurs de risque, ils sont partagés l'un et l'autre. Enfin, c'est des facteurs de risque qui sont communs aux pathologies cardiaques et au cancer. Et donc après, vous avez tout un tas de choses en commun ici. Donc voilà, vous avez l'inflammation systémique chronique. Donc c'est l'inflammation dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup qui augmente le risque de pathologie non transmissible, voilà, en gros de toutes les pathologies qu'on a vues jusqu'à présent. Le stress oxydatif. Et donc ça c'est les facteurs sécrétés par le cœur.
Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le cœur, il sécrète des bonnes substances quand il va bien, mais en fait quand il va pas bien, il sécrète des mauvaises substances qui peuvent accélérer la croissance des cellules tumorales. Voilà, ça c'est, voilà, faut le comprendre, faut le savoir. Ensuite ici, il y a une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire que quand vous avez des pathologies cardiaques, ça va augmenter le risque de cancer, quand vous avez un cancer, ça va augmenter le risque de pathologie cardiaque. C'est exactement ce que je vous balance depuis tout à l'heure. Là, on n'a rien appris. Mais en gros, les pathologies cardiovasculaires, ça augmente les risques de cancer du poumon, gastro-intestinaux, urinaires, hématologiques et la mortalité. Le cancer, ça augmente le risque de crise cardiaque, de thrombose veineuse profonde, de pathologies coronariennes, d'AVC, d'arythmie et la mortalité cardiaque, tout simplement. En fait, on voit que les deux s'alimentent, ok? On sait que les deux tuent, on a vu, les deux s'alimentent, et la musculation, ça permet de protéger. Bien évidemment, en fait, là, je dis pas qu'avec la musculation, vous n'aurez pas ces pathologies-là, hein. Je ne dis absolument pas ça. Mais je dis en fait que c'est bon pour la santé de faire de la musculation, parce que j'en ai marre, peut-être que vous aussi, d'entendre que la musculation, c'est mauvais pour la santé. C'est pas possible d'entendre ça en 2024, en fait. À un moment donné, on a des études scientifiques qui nous montrent. Voilà. Et c'est pour ça aussi que la vidéo, elle est un peu longue, elle va un peu dans tous les sens, et que je profite de ce thème-là, de dire la musculation, c'est bon pour la santé, pour explorer certains mécanismes. Si elle est beaucoup trop longue et que vous vous ennuyez, dites-le moi, ok? Comme ça, la prochaine fois, je ferai plus court. Et donc du coup, on a tous ces systèmes-là, je vais pas tous les passer en revue, hein, mais en gros, ça c'est l'hématopoïèse clonale à potentiel indéterminé, par exemple. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que si je dis pas de bêtises, hein, c'est que les cellules dans la moelle osseuse, en gros, quand elles se divisent, elles acquièrent des mutations, et du coup, vous allez avoir des cellules qui sont pas au top. Ça fait pas des pathologies, vous n'allez pas avoir une leucémie avec ça, mais en fait, c'est juste que ça augmente un petit peu l'inflammation qui circule. Voilà. Après, je vous laisserai lire tout ça, hein, on va pas rentrer dans le détail non plus, on va pas tout faire, il nous reste pas mal de... On n'a même pas fait la moitié. Et donc ici, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ont un risque accru de développer un cancer par rapport à celles qui n'en sont pas atteintes. Ils ont une explication, mais on a pas mal d'explications déjà ici, entre les facteurs de risque qui sont partagés, les mécanismes, la relation bidirectionnelle entre les deux, voilà. Et ici, ça en plus je crois que ça date de 2024, ça vient de sortir, notre étude met en évidence la relation étroite entre la santé cardiovasculaire et la mortalité par cancer, voilà. Eux ils parlent de l'obésité et tout ça, c'est ce qu'on voit ici, hein. Clac, 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 body weight, voilà. Donc on a ce lien-là, on voit que les pathologies cardiaques augmentent le risque de cancer, les cancers augmentent le risque de pathologie cardiaque et de manière générale cardiovasculaire, et on sait que la musculation, c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre, ok? Et en plus, ça fait partie des facteurs qui permettent de diminuer le risque de l'un et l'autre, voilà. Donc encore, on peut comprendre que un des mécanismes qui peut expliquer en fait que la musculation, c'est un bon sport. Donc là on a vu pas mal de choses, hein. La musculation c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la douleur, c'est bon pour le cœur, de différentes manières, c'est bon pour l'arthrose, voilà, sachant qu'en plus le cœur et l'arthrose ça peut être lié, que le cœur et la douleur ça peut être lié, que le cœur et les cancers ça peut être lié, voilà. Et ça c'est une étude, alors là je vous l'ai mise ici, je ne l'ai pas encore lu, mais en fait moi aussi c'est un pense-bête pour moi. Je vous ai juste mis la conclusion, mais il faut vraiment faut que j'aille la lire. Mais voilà, ces résultats suggèrent que 24 semaines de musculation améliorent les variables morphologiques et fonctionnelles cardiaques chez les femmes âgées. Donc c'est même bon pour le cœur des femmes plus âgées. Voilà. C'est juste pour... en fait, c'est le but de ça, je l'ai pas lu, je peux pas tirer de conclusion. Mais le but, c'est juste de dire qu'en fait, c'est pas bon que chez les jeunes, ok? C'est bon chez dans tout un tas de populations différentes. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est intéressant chez les jeunes, c'est intéressant chez l'adultes, enfin donc on va dire enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, de sexe. Ok. Donc comme on revient sur les recommandations de l'OMS qui disent c'est pour tout le monde. Ensuite, là, on va parler du tissu osseux. Avant de commencer, si vous voulez comprendre comment le tissu osseux il s'adapte, quel type de contrainte il aime bien, quel type de contrainte il aime pas, vous allez voir cette vidéo. Pareil, là, c'est vraiment de la mécanobiologie. Ok ?
L'amélioration de la masse du tissu osseux offre une plus grande résistance structurelle et une meilleure protection contre les fractures. Ok, bon bah voilà, plus l'os il est résistant, plus il résiste aux fractures. Ça c'est incroyable, pareil, vous aviez besoin de moi pour le comprendre. Loi de Wolff, donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est juste qu'on a une adaptation positive en fait, à la contrainte mécanique de l'os. Ok. Loi de Wolff, c'est ce qu'on explique pour les tissus osseux. Pour les tissus mous, on parle de loi de Davis. En gros, les tissus s'adaptent. Voilà. Contrairement aux idées fausses véhiculées par la société, l'os répond positivement aux charges mécaniques qui induisent des déformations de grande amplitude à des taux ou des fréquences élevées. Et oui, l'os est en fait comme la plupart des tissus conjonctifs finalement, ils aiment quand on envoie de la grosse contrainte. Donc ça peut être avec des grosses charges, ça peut être avec des sauts ou des choses comme ça. Il faut de la contrainte pendant... et en général, pas besoin de longtemps, ok? Pas besoin de longtemps, parce qu'après on a des périodes réfractaires. Donc en gros, on met une grosse intensité, après on fait, pendant pas longtemps, hein, l'os... alors c'est sur des os de... Ils n'étudient pas les os forcément d'êtres humains, ok? Quand ils font les études de mécanobiologie, je crois que c'est des os d'Inde et de rats, mais en gros, quand on fait sauter les poulets ou les rats, et en fait, je crois que c'est 10 minutes, il faudrait revoir la vidéo, mais en vrai, c'est assez court, hein. 10 minutes ça suffit, après il y a une période réfractaire où ça sert à rien de faire des sauts, et après on peut refaire des sauts pour réinduire de l'adaptation, et ainsi de suite, ok? En effet, malgré les conseils des professionnels de la santé, les données montrent que la marche régulière n'a pas d'effet significatif sur la préservation de la densité minérale osseuse au niveau de la colonne vertébrale chez les femmes ménopausées. Donc par exemple, ça c'est intéressant. La marche c'est souvent conseillé. La marche c'est super bien, la marche c'est super bien, la marche c'est super bien. Oui, mais si vous avez une femme qui a de l'ostéoporose, la marche ça va rien faire sur son ostéoporose. C'est pas assez intense. En plus, la marche c'est long, c'est typiquement les contraintes avec lesquelles l'os ne s'adapte pas. Ok? Il faut de la grosse contrainte, donc ça peut être de la charge lourde, après ça peut être sans charge. Des sauts, ça met des grosses contraintes sur le tissu osseux. Ok. En revanche, des avantages supérieurs de l'entraînement de donc la musculation et de d'impact à haute intensité ont été rapportés par rapport à un programme d'exercice de faible intensité chez les femmes post-ménopausées, souffrant d'ostéopénie et d'ostéoporose. Ok. L'entraînement combiné de résistance et d'impact, donc le saut, ça peut être corde à sauter, mais oui, ça peut être tout un tas de choses. Ça favorise des gains cliniquement significatifs au niveau de la densité minérale osseuse, hanche, colonne vertébrale chez les femmes post-ménopausées. Donc s'il y a des femmes qui viennent vous voir au cabinet, ou des hommes, hein, avec de l'ostéoporose et des choses comme ça, alors après je sais pas si on vient vraiment pour... Enfin j'ai jamais eu le cas de personne qui vient pour soigner son ostéoporose. Mais si vous prenez en charge quelqu'un qui a mal au dos, ou peu importe, ou mal au genou, et que elle vous dit qu'elle a de l'ostéoporose, bah, vous pouvez lui donner le conseil de soulever des grosses charges et de sauter. Tac, tac, tac. Donc l'ensemble des preuves montrent que les plus grands bénéfices squelettiques pour la colonne vertébrale et la hanche sont fournis par un entraînement progressif de résistance et peuvent être obtenus avec une magnitude élevée de charge. Voilà, là on est sur du 80 à 85% de l'ARM. Hein, donc la patiente ou le patient, même âgé, vous lui donnez pas des poids de 2 kg dans chaque main. Ok. Faut qu'il squatte, faut qu'il fasse du soulevé de terre, faut que ça envoie un peu quoi. Effectué au moins 2 fois par semaine, ciblant les grands muscles traversant la hanche et la colonne vertébrale par des mouvements multi-articulaires. Par exemple, squat et soulevé de terre. Ce qu'il faut comprendre, tac, 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 je reviens. Alors je reviens parce que je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Bon, je vous le dis maintenant et je reviendrai après parce que... Mais voilà, en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez... Quand vous sautez ou que vous avez des charges lourdes, bah, en fait, vous allez mettre de la contrainte sur votre tissu osseux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'os, en fait, il subit plein de contraintes. Hein. Il y a de la contrainte compressive, mais en fait, les os, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, quand vous mettez du poids, ils se tordent, en fait, sous la contrainte du poids que vous mettez dessus. Alors ça se tord, c'est en quelques pourcentages de trucs, hein. Ça, vos fémurs, ils se tordent pas comme ça. Mais il y a une petite contrainte qui, d'un côté, en fonction de comment ça tord, il va y avoir des contraintes tensiles d'un côté, des contraintes compressives. Il y a du liquide dans l'os qui va stimuler les cellules. Donc en fait, la contrainte en elle-même va stimuler l'os. Et aussi, quand vous allez travailler vos muscles, les muscles ils vont tirer sur votre tissu osseux. Et le fait que les muscles tirent sur le tissu osseux, ça va créer donc de la tension, de la contrainte mécanique, et votre tissu osseux va s'adapter aussi, ok? Donc c'est pour ça qu'il y a donc quand vous sautez, par exemple vous sautez, bon bah vous avez l'impact, mais finalement bon bah vous tirez pas tant que ça sur vos os avec vos muscles. Mais quand vous soulevez une charge lourde, il y a aussi la contraction musculaire qui est importante, et du coup bah les muscles ils tirent
sur les os, ok? Et les muscles peuvent déformer les os. Alors déformer, on a l'impression que c'est négatif, mais en fait, ça, c'est pas, c'est des micro-déformations, hein. Bon, après, il y a des endroits où ça peut se déformer plus, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait de la contrainte mécanique sur l'os, et l'os, il va se densifier grâce à ça. Donc voilà, il faut comprendre ça. Si vous pour comprendre les forces tensiles compressives de l'os, il faut voir cette vidéo-là. Ok, tout est expliqué dedans. Là, on va voir les jeunes parce qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, la transition de l'enfance à l'adolescence est cruciale pour l'accumulation de minéraux osseux. Pendant cette phase, l'hormone de croissance et l'IGF-1 contribuent largement à la croissance osseuse. Donc, en fait, c'est un moment très intéressant pour en fait induire des changements qui vont durer avec le temps. Là, je l'ai pas mis. Mais du coup, en fait, si vous regardez cette série de vidéos, donc j'ai fait une série sur l'adaptation des os, du cartilage, et ah oui, et dans une autre série, vous avez, en fait, donc j'ai pas mis mais, là la vidéo, mais vous pouvez retrouver une vidéo qui a cette miniature-là, sur le ligament croisé antérieur, et en fait, ce dont je me suis rendu compte, moi, parce que je crois pas l'avoir lu dans une étude, donc ce que je vais vous dire là, c'est à prendre avec des pincettes. Quand vous êtes jeune, en fait, vous avez c'est un moment où en fait il faut profiter pour faire du sport. Parce qu'en fait les tissus ils vont s'adapter à ce moment-là. Et en fait ce que vous allez gagner à ce moment-là, bah, vous allez le garder une partie de votre vie. Vous pourrez toujours essayer de rattraper plus tard, vous arriverez en partie, mais vraiment il y a beaucoup de tissus qui vont s'adapter à ce moment-là. Par exemple le ligament croisé antérieur. Il peut s'adapter plus tard, mais si vous avez commencé très tôt le sport, et en général en plus c'est ces populations-là qui sont suivies dans les études, donc c'est difficile d'extrapoler à une personne qui commence le sport bien plus tard. Mais vous allez, si vous faites par exemple de l'haltérophilie quand vous êtes jeune, avec des grandes flexions de genoux, avec de la contrainte et des charges lourdes, vos ligaments croisés ils vont être plus épais. Et voilà. Donc ça c'est important. Et donc ça se passe pour les ligaments croisés. Au niveau du tissu osseux, c'est pareil. Plus vous allez accumuler, enfin, plus vous allez faire du sport jeune, bah, vous allez avoir une certaine densité osseuse que vous allez pouvoir maintenir. Et au niveau du cartilage, c'est pareil aussi, il me semble. La participation à des sports qui mettent l'accent sur la mise en charge, l'impact élevé et l'impact multiplanaire, par exemple football et jeux de raquettes, favorise le pic de masse et de géométrie osseuse. Alors, juste rebrancher mon ordi parce que je pense qu'on va en avoir pour un certain temps. C'est peut-être déjà trop long, hein, la vidéo. C'est peut-être déjà beaucoup trop long. Mais comme je vous dis, l'écoutez pas d'un coup. Faites des pauses. Et peut-être des fois, revenez juste pour voir s'il y a une partie qui vous intéresse. Et pour voilà, étudier la partie, voir les trucs. Parce que je lis pas tout là, hein. Là, je lis pas tout. Mais vous avez les références à chaque fois au moins. Donc voilà, donc ça n'arrête pas la croissance. C'est pas seulement pour les athlètes. Faut pas attendre 12 ans. Là voilà, on vous dit 5-7 ans. 5-7 ans. Et là, le petit gamin, vous lui faites faire des squats, des sauts, des trucs, enfin voilà. Bon, ça va pas rendre les filles énormes, et c'est pas non sécuritaire, ok? Juste on fait pas n'importe quoi, bien évidemment, mais là après c'est du bon sens. Maintenant on va parler du tendon. Donc pour le tendon, les modifications de la rigidité du tendon sont la conséquence de périodes de charge mécanique accrues, les altérations du matériau du tendon, c'est-à-dire l'augmentation du module de Young, et les propriétés morphologiques, c'est-à-dire l'augmentation du volume du tendon, sont les deux mécanismes sous-jacents. En fait, effectivement, quand vous allez faire du sport, notamment avec des charges lourdes ou des sauts, d'ailleurs de la pliométrie, des choses comme ça, votre tendon, il va s'épaissir et il va se rigidifier. Ok? Petite parenthèse, un tissu conjonctif, sous la contrainte, ça se rigidifie. Ok? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui pensent qu'en gros, quand par exemple on étire un tissu, le but c'est de le rendre moins raide. Quand on étire, on rend pas moins raide un tissu, hein, voilà, ça faut le comprendre, mais ne pas comprendre ça, c'est un peu ne pas comprendre comment fonctionnent les tissus dans le corps. Plus le tissu il va être parce qu'en fait là je parle de personnes qui parlent de musculation en plus. Donc voilà, c'est si quand vous faites de la musculation vous avez des grandes phases, vous travaillez beaucoup dans des grandes longueurs musculaires avec des grands moments d'étirement, si vos tissus ils se relâchent à chaque fois, vous serez de plus en plus vous aurez de plus en plus de souplesse et vous serez de plus en plus lax à un moment donné, voilà, vous serez même instable. Non, non, quand on applique une tension dans un tissu, le tissu conjonctif, il va se raidir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc en s'étirant, à moins de dépasser des temps peut-être, ou des contraintes et une intensité excessive, vous n'allez pas avoir ce genre de choses. Vous n'allez pas
vous n'allez pas être moins raide. Okay, et souplesse et raideur, ça n'a rien à voir en fait, hein, parce que du coup, dans la souplesse, alors il peut y avoir des adaptations au niveau tissulaire et tout ça, mais en général, après ça dépend comment vous faites vos étirements, on va dire plutôt que la souplesse elle va être gagnée parce que votre tissu nerveux il va s'adapter, il vous laissera aller plus loin, mais par contre le tissu autour il va se raidir. Voilà. Et les deux ne sont pas. Voilà, ils arrivent en même temps et c'est pas contradictoire. Ok, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on a une revue systématique récente qui a trouvé des preuves limitées de l'efficacité des interventions préventives pour les tendinopathies, tac, 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 on s'en fiche. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette étude ici, donc en fait, en gros, ils ont étudié les tendons de Eddie Hall, donc c'est un strongman, c'est celui qui a soulevé 500 kg au soulevé de terre. Ce qu'on voit en fait ici, c'est que lui, bon, il a des tendons énormes, mais en fait, dans cette étude-là, quand on regarde le groupe contrôle et le groupe qui s'entraîne depuis longtemps, bah, il n'y a pas une grande différence. Hein. En fait, en moyenne, on va dire, il n'y a pas une grande différence au niveau du volume des tendons. Pareil ici, donc comme je vous disais, pas forcément de preuve d'efficacité. Là, voilà, il a été démontré que les programmes de mise en charge améliorent les adaptations structurelles chez les patients souffrant de tendinopathie. Cependant, le renouvellement du tissu tendineux central adulte est extrêmement limité, en particulier après l'adolescence. Donc, on revient du coup sur le fait qu'il faut vraiment charger quand on est jeune. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pourquoi les volumes ils sont faibles, c'est un tissu déjà qui s'adapte lentement et aussi, après ça dépend de comment vous vous entraînez. Alors c'est pas sur le volume que je voulais parler, c'est sur les preuves, c'est plutôt sur les tendinopathies, pardon. Sur les tendinopathies, parce que en gros, si le programme c'est pas des charges élevées, alors après toujours pareil, surtout dans la prévention on peut charger plus. Mais dès qu'il y a des douleurs, voilà. Mais le but c'est de charger quand même un petit peu. Le tendon, il réagit à des charges élevées, bah comme à chaque fois le tissu conjonctif de manière générale, hein, des charges élevées pendant un court moment, et en général vous allez avoir une adaptation du tissu conjonctif. Donc si vous avez des personnes qui font de la prévention pour les tendinopathies avec des charges toutes légères, bah c'est normal que ça marche pas. Voilà, il faut charger le tissu conjonctif. Après, bien évidemment, tout ça, si vous êtes un sportif, vous faites ça pour vous, bon bah vous aménagez ça comme vous voulez. Si vous êtes un sportif de haut niveau, il va falloir mettre ça dans une programmation générale, quoi. Il va falloir bien agencer tout ça. Là, je vous mets ça, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les tendinopathies, les atteintes tendineuses, c'est une nouvelle fois pas qu'un problème de mécanique, ok? C'est pas qu'un problème de mécanique. Vous avez des personnes qui vont vous dire effectivement qu'ils vont vous parler du tendon que sous l'aspect de la contrainte mécanique. Revenez à tout donc dans le système biologique. Voilà, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Et par exemple, on sait que les personnes qui présentent un taux élevé d'hémoglobine glyquée, même pré-diabétiques, pas forcément diabétiques, et ben eux ils ont un risque 3 fois plus élevé de lésions tendineuses dans les membres inférieurs, par exemple, par rapport aux personnes présentant des taux normaux. L'hypercholestérolémie augmente aussi le risque de lésions tendineuses aux extrémités supérieures d'environ 1,5. Les personnes atteintes de syndrome métabolique avaient un risque de lésions tendineuses aux extrémités supérieures et inférieures environ 2,5 fois plus élevé. Donc en fait, c'est un tout. En fait, voilà. Donc, si vous avez un syndrome métabolique, du cholestérol, du diabète, tout ça, bah, ça va favoriser les lésions tendineuses. Je vous rappelle que, hop, si on revient ici, non, c'était là, hop, pareil, le diabète, ça va être un facteur de risque cardiovasculaire, par exemple. Donc, en fait, voilà, tout se joue, faut pas prendre les éléments du corps comme s'ils étaient indépendants les uns des autres, ok? Donc en fait la musculation, on sait que ça peut justement diminuer le risque de diabète, ça peut diminuer le risque, alors sur le cholestérol on va le voir, ben, ça pas sûr, mais le risque de syndrome métabolique, et donc du coup, même s'il n'y a pas de renforcement direct des tendons, admettons, parce que c'est difficile à mettre en évidence dans certaines études, bah ça peut quand même les protéger en protégeant de certains facteurs de risque, par exemple, voilà. En fait, c'est essayer de vous donner cette vision complète. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais pas si ce que j'avais envie de faire en faisant cette vidéo, je sais pas si elle est claire. Si ça atteint, je veux dire. Et ici, en fait, voilà, on voit les problèmes de tendons, et en fait, on voit qu'il y a tout un tas de choses qui vont jouer, qui n'ont pas grand-chose à voir directement avec le tendon, a priori.
Dans le cas du diabète, l'accumulation en fait donc ça c'est les produits avancés de la glycation, entrave considérablement la cicatrisation des adhérences tendineuses, présente de mauvaises caractéristiques histologiques en cas d'hyperglycémie, réduit la charge de rupture et diminue la rigidité de la structure réparatrice, ce qui entraîne des lésions tendineuses. En gros, quand vous avez du diabète, vos tendons ils commencent à avoir une qualité un peu pourrie. L'hyperlipidémie entraîne une dyslipidémie, principalement due à l'accumulation de sous-produits du cholestérol qui peut nuire à la circulation sanguine normale dans les tendons, entraînant des lésions tendineuses. Donc déjà, le tendon c'est pas super vascularisé. Si en plus le sang il arrive pas, bon peut-être que voilà, votre tendon il va pas bien se comporter, donc voilà, dans le cas de hyperlipidémie et dyslipidémie. Voilà, ça il faut comprendre. L'obésité augmente le risque de lésions tendineuses, ce qui est traitement lié à la sécrétion d'adipokine. L'adipokine, normalement, j'en ai parlé au début, ça va être tout un tas de substances qui vont être sécrétées par le tissu adipeux, et notamment, ça peut être des substances inflammatoires, et quand il y en a trop, ça pose problème. L'insuffisance de l'apport sanguin périphérique induite par l'hypertension entraîne une ischémie des tendons, ce qui augmente le risque de lésions tendineuses. Voilà, bon bah là encore, voilà, donc toujours pareil, le système vasculaire, en fait, il est hyper important. Et un bon système vasculaire, en fait, c'est pas juste moins de pathologie cardiaque, par exemple, ça peut être aussi moins de problèmes tendineux, par exemple. D'où l'intérêt de prendre soin de son cœur, et comme on a dit tout à l'heure, les bénéfices cardiovasculaires, ils sont aussi bien quand on a une activité d'entraînement en résistance, donc de musculation, qu'une activité aérobie. Et ça, faut bien le comprendre. Donc, la musculation. Si vous faites de la musculation, vous savez que vous prenez soin de votre cœur, et on a vu, de vos os, de vos cartilages, de vos tendons, de tout, de votre corps, en fait. Je voulais faire en fait aussi une vidéo un peu plus parce que du coup ça parle, enfin il y a pas mal d'influenceurs qui vont vous parler de youtubeurs et tout ça, de la musculation c'est bien. Je voulais vraiment qu'on aille un peu plus loin dans cette réflexion et qu'on voit un petit peu justement que ça touche énormément de systèmes dans le corps et que tous ces systèmes sont interconnectés. Bon, je l'ai dit assez, je crois. L'entraînement en résistance permet une réduction de la graisse corporelle, après, effectivement, parce que ça va augmenter la dépense calorique. Donc, apport calorique égal, a priori, ça sera mieux. L'entraînement en résistance peut être une approche d'intervention efficace pour les adultes d'âge moyen et plus âgés, afin de contrecarrer les baisses de sensibilité à l'insuline associées à l'âge et de prévenir l'apparition du diabète de type 2. Diabète de type 2 qui va poser tout un tas de problèmes dans le corps. Ok ? Alors après, pour perdre du poids, faire une activité physique, ça va aider. Et après, la nutrition va avoir aussi un rôle important. Je vais pas parler de la nutrition, mais par exemple, si on revient sur l'os, dans... Tac, tac, tac... Non, c'est dans une étude après. L'os, voilà, une nutrition adaptée pour avoir des bons os, c'est important aussi. Donc il va falloir un apport assez important en protéines, il va falloir de la vitamine D, du calcium, enfin, si vous allez voir les études dans chaque partie, de toute manière, vous aurez le détail. Et je vous dirai l'étude, si j'y pense, qui en parle. Selon un rapport récent de l'American Heart Association, environ 45% des Américains ont des profils lipidiques sanguins indésirables qui augmentent leur risque de maladies cardiovasculaires. Bon là, déjà, de toute façon, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'Américain moyen, enfin, de manière générale, la population américaine, on va dire, elle n'est pas en super santé en ce moment. Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques de l'entraînement de résistance sur les profils lipoprotéiniques, tandis que d'autres études n'ont pas montré de changement significatif dans les taux de lipides sanguins. En ce qui concerne en fait les lipides dans le sang, donc ça peut être les triglycérides, ça peut être le cholestérol et tout ça, en fait c'est pas clair. Et comme c'est marqué ici, il semblerait que les réponses des lipoprotéines à l'entraînement en résistance dépendent probablement du génotype, ce qui indique que les facteurs génétiques peuvent déterminer le degré d'influence de l'entraînement en résistance sur les profils lipidiques sanguins. C'est pas aussi clair. Voilà, on sait que pour le diabète, a priori, c'est sûr et certain, ça va vous aider quasiment. Pour les lipides sanguins, c'est moins sûr. Voilà. Mais je vous parle quand même des lipides, et pareil, en fait, le but c'est de faire un lien avec d'autres choses, et donc là je vous présente des études, on va pas aller loin non plus, mais un taux élevé de lipides sériques prédit une lombalgie irradiante incidente, ce qui est conforme à l'hypothèse artérosclérose lombalgie. Ici, la présente étude suggère que la dyslipidémie peut être associée à un risque plus élevé de développer une hernie discale lombaire. Voilà, bon, c'est juste... Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Avec vos... dans un...
Au cabinet, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est juste, quand vous recevez un patient, demandez ses facteurs de risque. Est-ce que vous avez des problèmes de cholestérol, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, tout ça, vous demandez. Après, vous n'allez pas traiter ça, savoir le facteur de risque. Ça, après, on va pas en faire grand-chose, hein. Le patient, il vient pour sa lombalgie. Vous pouvez traiter sa lombalgie, on va dire, sur l'aspect... euh, juste sur l'aspect de la lombalgie. Après, s'il y a d'autres problèmes de santé, réorienter vers le médecin pour des suivis, s'il faut, suivi... déjà, juste c'est le médecin, mais après, suivi nutritionnel s'il faut, et tout ça. Voilà, votre but, c'est pas forcément de diminuer ses lipides sanguins, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un lien, et on est toujours dans cette interconnexion des systèmes au niveau du corps. Ici, alors c'est toujours pas la fin, ici on va parler de la masse musculaire. Waouh, la musculation, ça permet d'entretenir la masse musculaire, c'est incroyable. La perte de masse musculaire squelettique, la réduction du taux de décharge des unités motrices et l'altération de la fonction sont principalement associées au vieillissement. Et on va parler de sarcopénie, on peut aussi parler de dynapénie. Si vous voulez savoir la différence, je vous ai mis une étude ici, vous pouvez aller lire. En plus, je crois qu'elle est en français celle-là. Bon voilà, mais en fait, nous on va se concentrer sur la sarcopénie qui va être en gros la perte de muscle et la réduction du taux de décharge des unités motrices. Et voilà, ça touche aussi le système neurologique. Et donc l'entraînement en force est une stratégie réalisable et efficace pour contrer la faiblesse musculaire. Waouh, c'est incroyable! L'infiltration adipeuse intramusculaire liée à l'âge, le déclin de la fonction physique, le risque de chute et la réduction du volume musculaire. Ces avantages s'expliquent par la capacité de l'entraînement musculaire à contrecarrer les changements liés à l'âge dans la fonction musculaire et le système nerveux central. Plus précisément, l'entraînement musculaire est très efficace pour améliorer le taux de décharge des unités motrices, réduire la perte de fibres de type 2 et améliorer le taux de développement de la force et la force musculaire. Ce qui explique les avantages fonctionnels dans la population âgée, en particulier chez les personnes âgées fragiles. Donc là, en gros, vous avez tous les mécanismes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites faire du sport à une personne âgée, elle sera juste plus forte et elle pourra faire plus de choses dans son quotidien. Monter les escaliers, porter des charges, elle sera mieux dans sa vie, voilà. Elle va bien vieillir, cette personne. Ensuite, alors je crois que je voulais pas du tout mettre cette diapo à cet endroit-là, mais je vais pas la changer d'endroit. Donc on va la faire maintenant. Des niveaux plus élevés d'activité physique chez les professionnels de santé sont susceptibles d'être associés à une promotion et à un conseil accru de l'activité physique chez leurs patients, ce qui est une question de sensibilisation à la santé publique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, si vous faites plus de sport, vous serez plus enclin à proposer des solutions, enfin, à parler de sport avec vos patients. Okay, si vous faites du sport, vous allez plus donner des conseils sur le sport à vos patients. Donc, faites du sport pour votre bien et la santé de vos patients. Vous vous rendez compte, si vous faites du sport, vous améliorez votre santé, et en plus, potentiellement, allez, sur plein de mécanismes interconnectés, et en plus de ça, vous allez aider vos patients. C'est incroyable quand même. Et dans cette étude, les femmes médecins ont été identifiées comme étant plus susceptibles de promouvoir l'activité physique que les hommes médecins, ce qui correspond à la littérature antérieure indiquant que le sexe de la femme est qu'être une femme, c'est très mal traduit, est un facteur indépendant lié à la pratique du conseil. C'est très très mal traduit, hein. En fait, en gros, les femmes médecins donnent plus de conseils liés au sport, tout simplement. Donc c'est une étude plutôt chez les médecins. On va l'extrapoler au kiné, ok? Et du coup ici, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, en fait, il faut qu'on donne qu'on prescrive entre guillemets de l'exercice physique le plus tôt possible et le plus longtemps possible pour que les personnes vivent le mieux possible, tout simplement. Et il faut, c'est ce qui est marqué ici, nous devons assurer une formation continue pour dissiper les idées fausses sur la prescription d'exercices et de musculation aux enfants et sensibiliser à l'importance de la musculation bien avant l'âge adulte, ok? Et nous devons lancer des initiatives de santé publique qui rendent l'entraînement, la musculation accessible et inclusive pour toutes les populations. Les actions centrées sur l'épanouissement de la force ajouteront de la vie aux années et pas seulement des années à la vie. Donc en gros voilà, en fait c'est juste que si vous faites du sport, en fait vous allez vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est un peu le but de cette vidéo-là, en fait, hein, c'est juste de vous donner les outils à vous pour aussi comprendre, parce que peut-être que vous saviez que la musculation c'était bon pour la santé, je pense que si vous êtes là, oui, je pense pas que cette vidéo touchera des personnes qui pensent l'inverse, en tout cas si vous pensez l'inverse, j'espère que vous êtes déjà convaincu de remettre en cause votre croyance.
Et du coup, bah, en fait, ça vous donnera les armes si vous devez échanger un jour avec un médecin, un confrère, un patient. Voilà. Bon, le patient, vous n'allez pas lui sortir les études, parce que peut-être qu'il en aura rien à faire, mais voilà, avec un médecin, un collègue, vous pourrez en discuter et vous aurez comme ça des outils et des sources à donner. Et donc on se retrouve ici, donc historiquement l'os était considéré comme important pour permettre le mouvement, la protection notamment des organes, l'interaction entre l'os et le muscle était considérée comme essentiellement mécanique, mais en fait maintenant on sait que les os et les muscles ils ont des fonctions endocrines et paracrines, donc on va dire ils sécrètent des hormones qui contribuent en fait à cet échange bidirectionnel os-muscle. Donc pour prévenir la perte musculaire et osseuse chez les personnes âgées, bah en gros, il faut faire de la musculation avec des exercices de type mise en charge ou exercice d'impact, mais comme on a vu tout à l'heure. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la sarcopénie et l'ostéoporose, il y a des facteurs qui vont être communs, ils vont avoir des facteurs qui vont être indépendants, du coup il va y avoir certains facteurs de risque pour la sarcopénie et d'autres pour l'ostéoporose, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait on a une nouvelle fois cet échange bidirectionnel entre les deux, et donc en fait la sarcopénie peut induire de l'ostéoporose, et l'ostéoporose peut induire de la sarcopénie. Donc ça, il faut bien le comprendre, ok ? Et du coup, certaines conditions, par exemple l'inflammation, on revient dessus, une altération au niveau hormonal, ça peut induire l'un et l'autre. Et donc après les deux, ils peuvent s'induire l'un l'autre. Pour contrer ça, en fait, on peut faire de l'entraînement en résistance, de la musculation, et là on va avoir une double interaction, mais c'est ce que je vous disais. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais j'avais pas fini. On va avoir les interactions mécaniques, en fait, hein, les muscles contribuent à la charge mécanique de l'os par des forces de traction, de compression et de flexion, voilà, subies par les os, c'est ça que je cherchais. Voilà. Et donc l'os, il va subir des déformations en réponse aux charges qui lui sont imposées, et les cellules osseuses, en fait, elles vont détecter ces informations, ce stress, c'est la mécanotransduction, et en fait, elles vont s'adapter. Donc ça, en fait, c'est la partie mécanique, on va dire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les muscles, ils tirent sur les os se déforment et s'adaptent. Mais on a aussi une interaction biochimique, je vous dis, on pense souvent mécanique, il faut penser chimie aussi, et donc on sait que l'interaction biochimique entre l'os et le muscle est bidirectionnelle, et que dans certains cas, elle exerce des effets systémiques sur des tissus et des organes éloignés. Le muscle libère des facteurs sécrétoires, des cytokines et d'autres peptides, ainsi que des facteurs de croissance dont on pense qu'ils influencent l'os, indépendamment de la charge mécanique. On a d'un côté la charge mécanique, donc le mécanique, et d'un autre côté, on a la chimie, la biochimie. Le muscle, quand il se contracte, il va sécréter des hormones qui vont permettre à l'os de s'adapter indépendamment de la charge utilisée. Après, on sait quand même que si on veut que ça s'adapte, il va falloir quand même mettre de la charge. Mais ça ne s'adapte pas que via la mécanique, il y a des voies biochimiques. Donc là, vous voyez que la musculation, c'est bon pour tout. En fait, on a tout visité pendant la vidéo, hein, si vous vous rappelez. On a parlé un petit peu de la santé mentale, on a parlé rapidement du sommeil, on a parlé des os, on a parlé des muscles, cartilage on a vu, tendons on a vu, dépression, ça on a vu ensemble, cancer, pathologie métabolique. Donc tout ça on a vu. Et là on va vraiment voir la partie bonus. Ça c'est une étude, donc ça parle d'activité physique, ça parle pas de musculation, mais en gros, les myokines sont définis comme des cytokines et d'autres peptides produits, exprimés et libérés par les fibres musculaires et exerçant des effets autocrines, paracrines ou endocrines. En gros, le muscle, quand il fonctionne, il sécrète des substances qui vont agir partout. Et pourquoi j'ai pris cette étude ? Parce qu'en gros, là on voit que ça agit sur tout, en fait, hein, ça agit vraiment sur tout. Les myokines exercent leur effet sur cognition, métabolisme, des lipides et du glucose, brunissement de la graisse blanche, formation des os, les fonctions des cellules endothéliales, l'hypertrophie, structure de la peau, la croissance des tumeurs. Là, on a la myokine interleukine 6 qui est le médiateur des effets anti-inflammatoires associés à l'exercice. Enfin voilà, on voit que ça agit sur tout. Ça agit sur tout. Donc faut pas penser musculation égale muscle. Ok ? C'est musculation égale tout. Et là, on va aller un peu plus loin sur, justement, sur la démence. En fait, je suis pas sûr qu'on l'ait abordé au début. On a plutôt vu la santé mentale via la dépression et l'anxiété. Donc là, on attaque la démence. Je vous ai mis 2 études. Je vais pas faire des revues complètes. Comme je vous dis, à chaque fois, on peut faire 3 heures là-dessus. Mais en gros, les résultats préliminaires suggèrent que la musculation induit des changements structurels dans le cerveau des personnes âgées qui pourraient réduire le risque de maladie d'Alzheimer ou atténuer la progression. Donc, encore un cas où on a une pathologie,
Parce que des fois, vous pouvez avoir des... Au cabinet, alors moi j'en ai pas. Mais je me rappelle que quand je faisais des stages, il y avait des kinés chez qui j'étais, et eux, ils prenaient en charge des patients qui avaient spécifiquement la maladie d'Alzheimer. Et ce que je voyais en général, bah, c'était de la mobilisation et faire marcher les personnes. Pourquoi pas? Très bien. Mais là, maintenant, on sait que, en fait, il faut faire de l'entraînement résistance, hein. Voilà, il faut faire de la musculation à tout le monde. Ok? Euh, Donc voilà, il est important de noter que les effets de la musculation semblent suivre un effet dose-réponse, inversant les changements structurels pathologiques et améliorant les fonctions cognitives associées s'ils sont pratiqués au moins 2 fois par semaine pendant au moins 6 mois, les effets plus importants étant observés chez les personnes souffrant déjà d'un déclin cognitif. Mais donc on peut aussi s'en servir en prévention, mais une personne qui a déjà un déclin cognitif, on peut se servir de la musculation, pardon, pour aider cette personne-là. Et ensuite ici, donc en conclusion, l'entraînement en résistance a amélioré la fonction cognitive globale chez les adultes âgés en bonne santé cognitive et ceux souffrant de troubles cognitifs. En gros, c'est bon pour tout le monde. Tout simplement, ok? C'est la musculation, c'est bon pour tout le monde. Donc si vous avez un patient qui vient avec motif Alzheimer ou quoi, faites-lui du renforcement musculaire, de la musculation, et de toute manière même, vous pouvez ça marche plus ou moins en fait chez tous vos patients, hein. Ici, là, je vous ai mis du coup le lien, parce que du coup, vu qu'on est sur la santé du cerveau, bah voilà, donc en gros, quand on fait de l'exercice, alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt soit ici, soit juste l'entraînement en résistance, et ben en gros, on va activer nos muscles, et on va avoir, en fait, la sécrétion de substances qui vont permettre la neuroprotection, anti-inflammatoire, nutrition, neuroprotection, anti-apoptose, enfin bon, voilà, on va avoir tout un tas de bénéfices pour le cerveau. Donc, toujours pareil, la musculation, c'est super bon pour le cerveau, tout simplement. Là, vous avez les mécanismes explicatifs, avec ce qu'ils permettent. BDNF, ça revient souvent, hein. Ça, même pour quand vous avez un nerf qui est en souffrance, radiculopathie et tout ça, le BDNF, ça permet au nerf de se régénérer. Au système nerveux de manière générale, hein, parce que ça permet même aux patients qui ont, par exemple, la sclérose en plaques ou des choses comme ça, c'est bon pour eux aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, là, par exemple, si vous prenez VEGF, ça permet de nourrir le cerveau, et alors, on va même aller ici. En fait, votre muscle, quand il se contracte, vous voyez que il libère tout un tas de substances bénéfiques, qui sont bénéfiques. Toutes ces substances-là, vous les avez en vous, hein. Le seul moyen, enfin, un des seuls moyens d'y accéder, c'est l'entraînement en résistance. Voilà, donc il faut investir du temps et tout ça, mais voilà, vous avez accès à toutes ces choses qui sont bonnes pour vous. Ensuite, donc pour le vieillissement, le vieillissement s'accompagne d'une réduction progressive de la fonction physique qui affecte négativement la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne. Bon, ça vous le savez, la recherche a révélé que la musculation peut inverser certains des effets débilitants associés au vieillissement. Bon bah là, je vous apprends rien. Et du coup, on peut même inverser les facteurs de vieillissement. Par exemple, l'entraînement en résistance, donc là c'est sur circuit court, bah, ça peut augmenter à la fois la teneur en mitochondries et la capacité oxydative du tissu musculaire. Une autre étude utilisant un entraînement en résistance standard a montré un renversement de la détérioration mitochondriale qui se produit généralement avec le vieillissement. Après 6 mois d'entraînement à la résistance, de musculation, les participants adultes plus âgés ont connu un renversement un inversement en fait, de l'expression génique qui a entraîné des caractéristiques mitochondriales similaires à celles des jeunes adultes modérément actifs. Donc vous voyez, on peut revenir en arrière grâce à la musculation. Les changements favorables observés dans 179 gènes associés à l'âge et à l'exercice ont conduit les chercheurs à conclure que la musculation peut inverser les facteurs de vieillissement dans le muscle squelettique. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, je vous ai mis une étude, on va juste parler d'une seule phrase. En résumé, notre étude montre que les individus sédentaires en bonne santé présentent déjà une diminution significative du métabolisme cellulaire, de la respiration mitochondriale et de la bioénergétique par rapport aux individus modérément actifs, tant au repos qu'à l'effort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes un sédentaire et que vous êtes en bonne santé, en fait, il y a des systèmes dans votre corps qui vont moins bien fonctionner et qui vont se comporter en fait comme chez des individus, en fait qui vont pas se comporter comme elles devraient se comporter en fait, hein. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que vous êtes sédentaire en bonne santé que tous les systèmes dans votre corps sont en bonne santé. Voilà, c'est ça, faut le comprendre. Et ensuite, on n'a pas parlé de la mortalité, donc là, je vous ai mis quelques stats, elles varient en fonction des études, en fait, hein. La participation à toute forme d'entraînement en résistance, donc musculation, était liée à une réduction de 21 à 23% de la mortalité toutes causes confondues, 31% de la mortalité par cancer, 33% de la mortalité toutes causes confondues chez les survivants de cancer,
Ici, nos résultats indiquent qu'une faible force musculaire peut être une composante plus significative d'une définition de la sarcopénie que la perte de masse musculaire pour prédire les effets sur la santé. Donc voilà, la force musculaire, c'est important, et ça permet en fait, là, l'entraînement en résistance, en fait, de diminuer les risques de mortalité, hein, tout simplement. Et là, ici, je crois que c'est la dernière étude, je sais plus pourquoi je vous l'ai mise celle-là, mais en fait, en gros, c'est pour vous montrer, en gros, que un tissu musculaire en bonne santé, ça peut aller vers un tissu musculaire en moins bonne santé, par une réduction de l'activation neuromusculaire, une diminution de la mécanostimulation, tout un tas de choses comme ça, qui font que, en fait, votre muscle, il va être de moins bonne qualité, ok? Bon, je vais juste revenir un petit peu sur ça parce que j'ai l'impression d'avoir un peu bâclé. En fait, dans l'atrophie musculaire, vous allez avoir les problèmes liés à l'inactivité et les problèmes liés à l'âge. Ok, les deux vont faire que votre muscle il va être moins bien. Les conséquences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dans les mécanismes qui vont amener à cette atrophie, ben, on va avoir la réduction de l'activité physique et de la charge mécanique. Le muscle, ben, il va juste tout simplement être moins anabolique, il va être moins réceptif aux stimulus pardon, qui vont permettre l'anabolisme. Un environnement pro-inflammatoire, pareil, ça va limiter ça. Voilà, il va y avoir toutes ces choses-là. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement en résistance, c'est le traitement le plus efficace pour atténuer l'atrophie des muscles squelettiques induit par l'inactivité physique, car elle améliore l'hypertrophie, la force et la puissance musculaire. Et en fait, si donc vous avez votre niveau musculaire, de force et tout ça, vous avez quelque chose qui fait que vous l'utilisez moins. Donc admettons ici, je sais pas, vous cassez le genou, vous utilisez moins. Bah, pour revenir au niveau d'avant, il va falloir faire de la musculation. Si vous faites rien, bah, ça va être de pire en pire. Si vous faites de l'entraînement aérobique, bon bah ça va être un peu mieux, mais vous voyez que c'est pas énorme. Mais pour revenir au niveau d'avant, boum, musculation. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on arrive à la dernière diapo. Voilà, les personnes âgées dans les études scientifiques, je m'entraîne pour améliorer ma force, ma densité osseuse, ma masse musculaire, ma fonction, mes tendons, limiter mon risque de pathologie cardiovasculaire, limiter tout un tas de choses. Et après, les plus de 40 ans qui suivent les conseils de youtubeurs, je travaille sur Gymball pour éviter les hernies discales. J'ai vraiment vu voilà, un mec qui disait passer 40 ans, c'est marrant, hein, passer 40 ans sur YouTube, youtubeur muscu, il faut changer son entraînement, voilà, et commencer à faire du développé couché sur Gymball. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un mix entre dire le maximum de choses, mais sans aller à chaque fois dans le détail à fond pour pas que la vidéo soit trop longue, quoique je pense qu'elle est vraiment bien longue. Pour ceux qui sont arrivés là, déjà félicitations. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Et donc, alors du coup, ça va être que pour vous. Donc il va vraiment y avoir un biais sur les personnes à qui je vais demander ça. Mais est-ce que vous auriez préféré que j'approfondisse plus à chaque fois, ou est-ce que c'était bien comme ça de mentionner les choses sans aller plus loin dans le détail? Ok? Je m'arrête là pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Et la prochaine, je sais pas quand est-ce que ça sera. Salut!